démarrer par ce second webinaire de leplanb.io sur le no-code, notre passion du moment et pour un long moment, on l'espère. Aujourd'hui, on parle no-code et on parle Airtable surtout. Un outil no-code par excellence. On vous dira un peu aujourd'hui comment l'utiliser, ce qu'on peut faire avec. Et surtout, on reverra aussi de manière un peu globale le no-code, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est hyper intéressant et pourquoi ça peut vous aider, vous, dans vos projets au quotidien. On aura le temps de faire une petite démo ensemble sur Airtable. Donc, vous verrez comment utiliser l'outil, les points clés principaux. Et puis, je pourrai répondre, moi, à vos questions sans problème sur le no-code en général, sur Airtable en particulier, et sur vos projets aussi, si vous en avez. Donc, voilà, encore une fois, bienvenue à tous. On y va. On va démarrer rapidement par une introduction à moi, qui je suis. Je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on verra ensemble ce que c'est que le no-code, quelques exemples, les plus et aussi les moins du no-code, parce qu'il faut rester réaliste. Et on ira découvrir ensemble Airtable, qui est, moi, personnellement, mon outil préféré. J'en ai plusieurs, mais c'est vraiment celui-ci que je préfère, que j'ai découvert aussi assez tôt et qui continue d'évoluer, de me surprendre au quotidien, quoi. Donc, let's go, on y va. Qui je suis? Je suis Aïssata, déjà tout d'abord. Je suis entrepreneur, fondatrice et formatrice chez leplanb.io. Et moi, mon histoire avec le no-code, elle a commencé il y a quelques années. J'avais, à vrai dire, aucun rapport avec le monde du digital et du code. Moi, j'ai plutôt fait une école de commerce. J'étais chef de projet pour un incubateur. Et j'étais du coup salariée. Donc en 2019, moi, je suis salariée, chargée de programme et j'accompagne des gens hyper intéressants qui ont des projets. Et il s'avère que dans mon activité salariée au quotidien, j'avais quand même des besoins techniques digitaux auxquels je ne savais pas forcément répondre. Donc on devait avoir des prestataires ou un peu se débrouiller tout seul. Et en parallèle, moi, j'ai lancé dès 2020, en pleine phase de Covid, une activité entrepreneuriale. Et je vendais comme ça, à côté de mon activité, des montres. C'était assez intéressant, c'était un challenge, c'était voilà, pour avoir un petit side business, comme on peut dire. Et pareil, dans mon activité voilà, entrepreneuriale, j'ai dû être amenée à développer des solutions digitales, donc e-commerce, faire du marketing digital, etc., etc. Et je n'avais pas envie de payer un développeur. J'aurais pu le faire, mais je ne voulais pas. Je voulais apprendre toute seule. Et surtout, je me suis dit, voilà, c'est un petit projet, je teste quelque chose. Je n'ai pas forcément envie d'investir beaucoup d'argent sur le site web, alors que j'avais déjà un stock de montres à acheter. Et donc, voilà, donc dans ma vie pro-perso, voilà, confrontée un peu à des limitations techniques, parce que je ne suis pas dev à la base, je ne sais pas du tout coder, moi, par exemple. Et c'est là où je découvre le no-code. Et le no-code, en fait, c'est génial. C'est un ensemble d'outils qui sont disponibles en ligne et qui vous permettent à vous, comme à moi, de développer des solutions digitales sans maîtriser le langage technique informatique. Et donc, dès 2021, moi, je continue à me former sur le no-code, je découvre des outils tous les jours et j'en fais un peu mon activité également en parallèle. Donc, je laisse un peu les mondes de côté, je monte un site et je vends des prestations no-code. Également, je commence à me penser à la formation. Et c'est là qu'en fait, le plan B naît en 2022 avec une ambition forte, c'est de démocratiser en fait le no-code pour tous ceux qui ont des projets et qui ne savent pas comment les mener, et de le démocratiser sur 2 continents, l'Afrique, avec lequel j'ai travaillé pendant des années, moi, dans mon activité de salarié, et également la France, qui est également un continent, un pays pardon, qui nous intéresse. Donc voilà un peu comment moi j'ai cheminé. Et puis du coup, voilà, c'est pour vous dire que vraiment, c'est pas de la blague, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est sincère. J'ai commencé de zéro pour arriver vers le no-code. Et aujourd'hui, je développe des sites web. Par exemple, le site là que vous voyez, donc le site du plan B.io, je l'ai fait toute seule. L'ancien, pareil, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Ma boutique e-commerce, c'est moi qui l'ai faite. Tout ça en partant de zéro, je vous l'assure. Donc le no-code, on l'a défini en fait à travers mon histoire. Mais pour comprendre, en fait, le no-code, ça veut dire qu'on dit au revoir un peu à l'ancienne façon de développer des produits digitaux, donc le code. En tout cas, pour les gens pas initiés, on lui dit au revoir et on se tourne vers des outils disponibles en ligne sous format SaaS. Donc, on n'a pas à les installer, ils sont disponibles en ligne. Souvent, on paye un abonnement, mais parfois aussi, c'est gratuit. Et ce sont des outils qui permettent de visuellement construire une solution. On n'a pas à rédiger des ordres en écrivant sur une machine qui dit, bon, voilà, là, tu fais ci, là, tu fais ça. Donc, on n'a pas à apprendre un langage. On a juste visuellement à cliquer sur des boutons
cliquer pour changer la couleur, bouger un bloc et le mettre là, et on construit des pages comme ça. Donc c'est 0% de code. Et souvent, ce sont des outils qui viennent des États-Unis, mais souvent, en ce moment, on en voit naître en France, en Inde, en Afrique aussi, je vous en parlerai. Et donc, c'est assez récent, enfin, c'est assez petit encore le no-code. Mais en réalité, c'est pas si récent que ça. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc déjà, je reviens vous voir rapidement. Est-ce que la définition du no-code, elle est claire pour chacun d'entre vous? Est-ce que vous serez capable de le définir, en tout cas, et d'en parler demain, je ne sais pas, au bureau ou à vos proches? Ok, Doudou me dit oui, ok, très clair pour toi. Urbain, pareil, top. Fine, Malamine, ok, super. Ok, donc pour l'instant, vous me suivez, on est sur la même longueur d'onde. Donc on continue. Et du coup, voilà, juste un exemple de ce à quoi peut ressembler un outil no-code. Là, ici, c'est un outil qu'on appelle Software pour créer voilà, des marketplaces, donc des plateformes, mais également des sites. Vous le voyez, c'est vraiment que du visuel ici. On a les différentes sections du site. On appuie sur des boutons, on appuie sur des plus, on appuie sur des blocs pour changer la couleur. C'est que du visuel. Et donc, avec le no-code, qu'est-ce qu'on peut faire? Créer des sites, des plateformes, des formulaires, des bases de données. Et à quel moment on l'utilise? Ça, c'est une question qui revient souvent. À quel moment je peux l'utiliser? À différents moments. À des moments, on peut l'utiliser pour prototyper, tester une solution, voir un peu à comment on pourrait la construire. On peut l'utiliser comme argument marketing, pour montrer, convaincre quelqu'un d'autre et derrière, après, avoir un financement, par exemple, et passer sur une solution plus mature. Mais enfin et surtout, on peut utiliser le no-code pour construire une solution déployable telle qu'elle sur le marché sans se dire que c'est juste pour prototyper. C'est un produit qu'on peut aller vendre, déployer, partager, et les personnes en face ne verront pas la différence sur est-ce que c'est du code ou du no-code. Donc la famille des outils no-code, je vous le disais, il y a pas mal d'outils, ils sortent un peu tous les jours. C'est vrai que c'est un peu fouillis comme ça, mais on peut les regrouper de deux façons. On peut les regrouper un peu ici, comme vous le voyez, selon ce qu'ils permettent de construire. Est-ce qu'on peut faire un site web? Est-ce qu'on peut faire une application? Est-ce qu'on peut faire une newsletter? Voilà. Donc, on les range par catégorie comme ça. Mais on peut également les ranger par à quel moment ils interviennent, si vous voulez, dans l'architecture de l'outil. Là, c'est un peu technique, je vais être brève, mais on a, si vous voulez, trois types de composantes lorsqu'on construit un outil, une application, un site web. On a la partie visuelle, le front, on voit les boutons sur lesquels on clique, voilà, le front. On a la partie données, dont typiquement, si vous avez un compte sur Facebook, votre adresse mail, votre mot de passe, votre photo, elles sont stockées quelque part dans une base de données. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on verra Airtable. Petit teasing, mais voilà. Et entre les deux, on a un peu de l'intelligence qui va venir exécuter des commandes et des programmes qu'on lui donne, ce qu'on appelle le back. Donc, le front, le back et les données. Et du coup, c'est trois grandes familles de fonctionnalités dans lesquelles on peut également ranger les outils no-code. Certains vont intervenir que sur une partie, que sur le front ou que sur la donnée. Et d'autres outils no-code vont intervenir sur l'ensemble de ces trois composantes. Voilà, donc je m'arrête là, j'espère que c'est clair pour vous. On y reviendra sûrement dans une autre formation sur cette partie un peu front, back et données. Mais retenez voilà, ces trois notions clés hyper importantes et intéressantes. Donc l'histoire un peu du no-code, je vous le disais, c'est vrai que ça prend de l'ampleur aujourd'hui, maintenant, mais en fait, c'est pas si récent que ça. Si vous voulez, dès 2003, on retrouve des outils no-code, ancienne génération si vous voulez, mais qui permettent de démocratiser le développement de sites web classiques ou sites e-commerce. Donc WordPress, je pense que tout le monde le connaît ici à peu près, WordPress c'est 2003. Shopify, c'est pour du e-commerce, c'est 2003 également. Wix, je crois que c'est 2005. Et on a après, 10 ans plus tard, une vague d'outils qui sort et qui propose une construction visuelle encore plus simple, encore plus accessible. Donc, on a des outils comme mais Airtable également est sorti en 2012-2014. Voilà. Donc, c'est il y a voilà, 8-10 ans que ça sort, mais c'est vraiment depuis 2-3 ans que le phénomène de mode dit no-code est vraiment ressorti. Donc, on a eu un essor avec plein d'outils qui sortent tous les jours, je vous le dis. Et on prévoit en fait, avec cette tendance-là, que d'ici 2024, on aurait environ 80% des applications qui seraient développées grâce à des outils dits no-code ou low-code.
Donc on est au début d'une tendance qui va exploser dans les années à venir. On a un écosystème hyper intéressant. Pour faire très rapide, on a des outils no-code. On a des gens qui vont fabriquer des produits no-code pour vous, donc qui vont fabriquer un site web ou un e-commerce pour des clients. On a des gens qui viennent apprendre aux autres à faire du no-code, donc ça c'est nous, le plan B. On a des gens aussi qui sont là pour enrichir la communauté, échanger des bonnes pratiques, et voilà, donc on a une communauté, voire des grosses communautés qui émergent partout. En Afrique, elle n'est pas encore vraiment existante, mais on va la lancer ensemble. Ça, c'est un peu un lancement que je vous fais. On travaille dessus, en tout cas en ce moment. Et c'est un peu notre but de se dire, voilà, on ramène le no-code en Afrique, mais on ramène également la communauté derrière qui va le... Très rapidement, quelques exemples de vraies solutions qui existent, qui ont été faites avec du no-code. Là, on est sur un site qui imite Twitter. C'est deux techos voilà, qui se sont dit, on va créer un faux Twitter à partir de Bubble. Ici, on est sur un site e-commerce fait sur Shopify. Et là, on a une application qui fonctionne, faite sur Play. Donc, de vrais exemples, je ne reviens pas dessus, mais vous pouvez en trouver vraiment pléthore en ligne. Et plus le monde du no-code, vous l'avez compris, c'est vrai que c'est magique, mais je commence quand même par les avantages. Donc, c'est accessible. Voilà, moi, je ne suis pas une techno, je ne suis pas une dev, je fais du no-code. C'est beaucoup plus rapide, en fait, que le dev classique. Donc, c'est plus stratégique aussi, c'est plus économique. Ça permet d'être aussi agile, de sortir un produit vite, de le tester, d'avoir des retours du marché et d'être aussi indépendant. De dire, voilà, demain, je vais modifier un bouton, modifier une page, bah, je le fais tout seul. L'inconvénient, quand même, c'est la sécurité, mais c'est parfois la limitation technique. Parfois, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec le code, il faut le reconnaître. On peut faire de très bons produits, mais on peut aussi parfois arriver à une limite, et c'est vrai que c'est l'inconvénient. Et donc, voilà. Aussi, l'un des inconvénients, c'est l'anglais. Beaucoup d'outils sont faits par des anglophones et sont encore aujourd'hui en langue anglaise. Euh, donc, ça peut pénaliser ceux qui ne parlent pas forcément bien. Donc, voilà. Dans tout ça, nous, on vous le disait, on est formateurs sur le no-code. Notre but, c'est vraiment de démocratiser le no-code et le rendre accessible. Et donc, voilà, si vous ne connaissez pas avant, nous, on est vraiment là pour créer des parcours de formation qui aident ceux qui aimeraient apprendre. Mais bon. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'Airtable. C'est vraiment l'outil que je voulais vous présenter. On va y aller, on va voir ce que c'est ensemble. Rapidement, avant qu'on y aille, est-ce que vous avez des questions sur la partie un peu introductive? Qu'est-ce que le code? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, Urbain me dit, le son est un peu saccadé. Sorry, j'espère que c'est mieux maintenant. Nelson, salut Nelson, j'espère que tu vas bien. Hi en tout cas. Très bonne question d'Urbain. Est-ce que la limite de personnalisation n'est pas un frein pour convaincre les clients qui aimeraient avoir leur logo, leur, leur couleur sur le site? Oui et non. Non, pourquoi? Parce que sur la plupart des outils de code, voire tous, on peut changer le logo, on peut changer les couleurs, on peut changer les images qu'on veut, on peut quand même personnaliser. Après, parfois, on est limité euh, soit par la personnalisation visuelle, soit par les fonctionnalités techniques. Donc oui, ça peut en freiner certains. Mais après, avec l'expérience que moi j'ai, que d'autres experts de code ont, les clients, ils sont plutôt intéressés par le résultat final. Est-ce que je vais pouvoir faire ça, ça ou ça? Ils sont pas très sensibles, en tout cas au début, à est-ce qu'on le fait avec du code ou du no-code. C'est après que ça rentre en jeu. Mais clairement, oui, ça peut un peu limiter leur attrait pour les études de code. Une connaît qui me dit, concernant la sécurité, est-ce qu'il y a des mesures prises ou des améliorations constantes? Effectivement, je parlais de sécurité, c'est un réel enjeu. Mais les outils no-code, en tout cas les plus robustes, les plus connus, sont hyper investis pour sécuriser leur base de données, ont mis en place des protocoles avec des doubles vérifications, par exemple, pour sécuriser encore plus les accès aux applications. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas de piratage d'outils no-code. Donc, ils ont quand même fait preuve d'un vrai sérieux par rapport à la sécurité. Maintenant,
pour les outils code ou no code, on n'est jamais à l'abri d'une brèche en termes de sécurité. Donc ça reste un risque à prendre en compte. Pourquoi je mentionnais la sécurité? Parce qu'en fait, sur les outils dits no code, vos données, elles sont rarement hébergées chez vous. Elles sont hébergées chez le fournisseur de l'outil no code. Donc vous n'avez pas tout à fait la main de A à Z sur vos données. Et voilà où l'enjeu sécuritaire est présent. Mais c'est vraiment un défaut, en tout cas un inconvénient à prendre en compte sur le long terme. Ouais, j'espère avoir répondu en tout cas, Céline. Quelqu'un a écrit. Peut-être que je prends une dernière question et puis on va prendre. Ok, top, 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 top. Bah, super, je poursuis sur l'outil. Merci Nelson, c'est bon pour toi, c'est top. Donc l'outil Airtable. Alors Airtable, qu'est-ce que c'est? C'est un outil no-code qui sert à gérer des bases de données relationnelles de manière visuelle et dynamique. On passe un peu avec Airtable, on passe un peu de ça. Donc ça, c'est une base de données, mais du coup, elle est écrite avec du code, avec du langage. On passe un peu de ça à ça. Je grossis un peu les traits, mais à ça visuellement, à un tableau avec des colonnes, des lignes. Dans ici les cases, on a ce qu'on appelle des entrées, enfin, des données, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'avant même Airtable, on avait des outils voilà, comme MySQL qui permettaient de gérer visuellement une base de données. Mais Airtable le simplifie encore plus, le rend encore plus accessible et attractif. Et bah, du coup, vous allez voir ce qu'on va faire aujourd'hui avec, mais c'est hyper intéressant. Et moi, je l'utilise au quotidien. Euh, Moi, j'utilise pourquoi? Pour afficher des données sous forme de galerie, par exemple, on verra ce que ça ressemble. Pour gérer mon CRM, pour gérer parfois mes posts sur les réseaux, enfin, pour faire plein de choses. Plein de choses. Donc, on verra ensemble ça. Et donc, je partage cette fois-ci mon autre onglet. Euh, vous allez voir mon onglet Airtable dans pas très longtemps. Voilà. Donc là, on est sur la plateforme Airtable. Donc, tout le monde est censé la airtable.com. On arrive, c'est comme ça, on a la page d'accueil qui présente un peu la solution. Donc, je ne vous spoil pas, hein, mais il faut savoir qu'Airtable, c'est un outil qui a grandi depuis des années et qui se connecte aujourd'hui à plein d'autres outils que vous connaissez. Donc, on va se connecter. À nouveau, voilà. Donc, quand on se connecte, on arrive là. C'est un peu la page d'accueil d'Airtable. Et donc, on va retrouver dans Airtable des espaces. À l'intérieur des espaces, on va trouver ce qu'on appelle des bases. Et à l'intérieur des bases, on va trouver différentes tables. Ça ici, le plan B, c'est une table. Grid view, c'est une table. Donc les tables, c'est un peu comme un document Excel. Ça ressemble un peu. Je grossis le trait. Vous comprenez, on a des colonnes, on a des lignes. Mais ce qu'on peut faire avec, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc on a des colonnes. Et dans chaque colonne, on va avoir un type de données qu'on peut mettre. Ici, vous voyez, j'ai sélectionné par exemple le type de données texte court. Ici, ce que je mets, c'est texte court. Ici, j'ai sélectionné le type de données case à cocher. Donc, c'est bien une case à décocher ou à cocher. Voilà un peu le fonctionnement. On a des colonnes et les colonnes, en fait, sont spécifiées par le type de champ qu'elles peuvent recevoir. Ici, je peux recevoir une pièce jaune. Et donc, dans les bases, on va retrouver des entrées. Ce qu'on appelle entrées dans Airtable, ce sont les lignes, en fait. Et donc, chaque ligne ici, c'est une donnée de Airtable. Pour ce brin copie-là, ça, c'est une donnée de Airtable. Et c'est une donnée qui est composée de différents champs. Donc, un champ texte court, un champ texte long, un champ pièce jointe, etc. D'ailleurs, si on le veut, on peut isoler cette donnée-là. Donc là, je vais la ici. Et on voit tous les éléments qui concernent ce brin. Donc, voilà un peu comment on affiche la donnée. Là, on va aller voir ensemble rapidement quels sont les différents types
de colonnes qu'on retrouve sur Airtable. Et là, à chaque fois, ce que j'ai fait pour vous faciliter la compréhension, c'est que vous avez le type de colonne, donc ça, son type de champ, et vous avez juste ici à quoi ça peut ressembler. Donc texte court, c'est un texte court, texte long. Ici, on a le champ pièce jointe. Ici, on a les cases à cocher. Ici, on a les choix multiples. Donc, on peut venir ici, ajouter des choix, ou venir les supprimer. Ici, on a le champ qui est presque le même, mais là, c'est un champ unique. Donc, on choisit une seule donnée. Là, on a le champ collaborateur, donc qui est-ce qui a créé l'entrée, donc la ligne. On a un champ date et heure, donc je choisis la date et l'heure que je veux, la date que je veux, l'heure que je veux. Champ téléphone, ça vous comprenez. Champ email, rien de sorcier. Champ URL, c'est un URL qu'on met. Là, c'est le plan B. On a un champ nombre. On a un champ monnaie, donc type de monnaie. Donc là, on a CFA, 80 CFA, etc. On a un champ pourcentage et ainsi de suite. Donc là, je vous les ai tous mis. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tellement les types de champs, c'est comment on fait pour manipuler la donnée, comment on fait pour l'afficher, la cacher. Là, ce que je vais faire, c'est jouer ici avec les différents paramètres que me donne Airtable pour filtrer, grouper, trier une donnée. Donc, filtrer, qu'est-ce que ça veut dire? On va afficher ou cacher de la donnée en fonction d'un critère. Je clique dessus, j'ajoute une condition. Donc là, on me demande where, donc ça c'est la condition. Je vais choisir le type de colonne sur lequel je veux que la condition agisse. Donc la case à cocher, là ici, is, donc elle est vide. Et donc comme elle est vide, vous voyez, il ne me reste plus qu'une seule entrée, celle qui avait la case vide. Et donc là, parce que j'ai coché la case, elle vient de disparaître. On va ici venir inverser en fait le critère. Voilà. Donc ça, sur Excel, on retrouve aussi, donc vous voyez, c'est pas non plus trop compliqué. Grouper, que j'aime beaucoup aussi. On va grouper selon le choix unique. Donc là, ici, toutes les données qui ont le choix unique chien sont regroupées ici. Toutes les données qui ont, toutes les entrées qui ont le champ unique pool sont regroupées ici. Et on va trier, juste pour que vous puissiez voir un peu comment on va utiliser cette fonction-là. On va choisir mon entrée. Donc, je supprime juste mon groupe pour que vous puissiez voir comment ça joue sur la donnée. Donc là, j'ai mis en tri de A à Z, et puis si je trie de Z à A, la donnée, voilà, elle change. Donc là, clairement, on a vu les basiques d'Airtable. On a vu ce que c'est qu'une base, on a vu ce que c'est qu'une table dans une base, on a vu les colonnes avec les types de champs qu'ont les colonnes, on a vu les entrées, donc les lignes, et on a vu comment on peut manipuler la donnée. Là, ça reste toujours un peu abstrait. Concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec Airtable? Donc là, je sors de ma base préliminaire, qui était vraiment juste pour vous montrer un peu des fonctionnalités basiques, et on va aller voir une section de Airtable qui s'appelle Template. Ici, hein, ce que Airtable fait, c'est qu'il nous propose pas mal d'exemples de bases déjà paramétrées qui peuvent nous aider à partir en fait, d'un modèle déjà fait et pas à partir de rien. Donc en fait, là, vous voyez, ici, en catégorie, on voit tous les types euh, de départements d'entreprise ou de fonctionnalités voilà, qui peuvent utiliser Airtable. Donc là, on a du marketing, on peut faire du marketing, on peut faire des relations publiques et de la communication, on peut faire du project management, donc de la gestion de projet, on peut même gérer une agence immobilière, on peut faire des ventes et gérer un peu les relations customer, donc les relations clientes. On a un peu voilà, pas mal d'exemples, et donc on va aller voir ensemble à quoi ça ressemble. On va aller voir event planning, donc planification d'événements. Mon template, voilà. Ici, j'ai beaucoup de templates. Et là, on va voir un peu, clique sur une base au hasard. Et Airtable nous permet en fait de prévisualiser la base. Donc ici,
Les équipes qui ont utilisé ce projet-là, cette base-là, pourquoi elles l'ont fait? Elles l'ont fait parce que elles devaient planifier des activités. Elles devaient aussi avoir une liste de speakers, donc une liste de gens qui allaient prendre la parole avec tous leurs contacts. Donc, ils ont l'entreprise de la personne qui prend la parole, son rôle, son mail, son téléphone, est-ce qu'il a confirmé, oui ou non. Elles devaient aussi avoir la liste des participants, ceux qui se sont inscrits. Pareil, leur entreprise, leur rôle, leur email, leur téléphone. Et elles devaient aussi réussir à gérer un peu leur budget. Donc, le budget estimé, le budget actuel, le coût total, etc. Donc voilà un peu comment on peut utiliser Airtable pour faire de la gestion de projet. Ici, on va aller voir HR and Recruiting. Donc, on va aller voir comment on peut faire un peu un processus de recrutement sur Airtable. Là, pareil, on va cliquer sur une base et la prévisualiser. Et ici, on a un peu un système où on va suivre les candidats à un poste. Là, on a leur nom, on a à quelle étape ils en sont. Est-ce qu'ils ont passé l'interview ou pas? Est-ce qu'il faut prendre une décision les concernant ou pas? À quoi est-ce qu'ils ont postulé? Ils ont postulé à quel poste? Donc là, lui, il veut devenir une mascotte, lui, il veut devenir, voilà, je sais pas quoi. Ensuite, ici, on a attachment. On a sûrement leur CV ici, une photo et un CV. On a leur adresse mail, leur téléphone, donc tout leur contact. Et ensuite, on a par exemple, pour la partie phone interview, interview par téléphone, quelles notes on leur a données. On a pris des notes par rapport à cette téléphonique-là, on prend des notes, et puis après, on prendrait une décision. Donc voilà un peu à quoi c'est ça. Ici, vous avez une fonctionnalité de RTL que j'ai pas encore abordée avec vous. Vous avez ce qu'on va appeler les linked records. On ne le verra pas aujourd'hui ensemble, mais c'est juste pour vous savez ce que c'est. Donc typiquement ici, dans la colonne Applying for, vous voyez ici que la donnée elle est un peu formatée. Elle est un peu en bleu. Ça, c'est un linked record. Ça veut dire que ça, ce linked record-là, on l'a relié à une autre base. Et c'est une base ici où on a listé tous les postes qui étaient à pourvoir. Donc, lead mascotte et concessions. Donc, ici, on va nous dire, bah, ce candidat-là, il a postulé à lead mascotte, et lui également, et lui, il a postulé à concessions mascotte. Donc, je retourne sur ma base ici, les postes à pourvoir. Et là, vous allez retrouver une colonne où on me dit quel candidat a postulé à quel poste. Donc, on a créé un lien entre deux bases. Voilà, je m'arrête là, c'est un peu plus technique que ça, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu comment on peut relier en fait des bases dans RTL et comment ici, voilà, on peut gérer un recrutement, gérer un projet, gérer la communication, gérer ses posts sur les réseaux. On pourrait ici par exemple avoir les titres de posts qu'on veut poster, sur quel réseau on veut les poster, à quel moment on les poste. Voilà. Donc, on organise de l'information. Maintenant, de retour sur Airtable. Maintenant qu'on a vu un peu les fonctionnalités principales d'Airtable, les notions de vocabulaire clé, les lignes et les colonnes, maintenant qu'on a vu un peu tout ce qu'on pouvait faire avec Airtable, dans l'exemple des templates, donc à quoi ça pouvait servir, on va aller voir, nous, ce qu'on va construire ensemble. Et ce qu'on va construire ensemble, ça va être, ici, je vous montre un exemple de cas pratique qu'on a construit lors d'une de mes formations. Et on avait construit en fait, ensemble un répertoire de membres d'une communauté quelconque. Ici, on avait la vue grid qu'on a vue, vous et moi, ensemble. Et en fait, ce qu'on a créé ensemble, c'est qu'on a créé une vue galerie. Voilà. Donc ça, c'est la notion que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Les vues dans RTL. Comment on fait pour passer d'un affichage des données sous format tableau avec des lignes et des colonnes à un affichage des données sous format carte ou galerie, ici, avec, vous le voyez, les mêmes données qu'on retrouvait dans la partie grid tout de suite là. Donc ce grid-là qui est là. Les mêmes données ici sont affichées sous format de galerie. Donc ça, c'est ce qu'on va construire tout de suite ensemble. Et vous allez m'aider à le faire, puisque vous allez répondre à un formulaire qu'on va créer ensemble. Et on verra en fait
vos informations, que vous aurez inventées ou pas, s'affichent ici. Donc voilà un peu la mission que je vous confie, si vous êtes d'accord. Et avant qu'on démarre la construction de notre base Airtable ensemble, je voulais juste m'assurer que l'outil était plutôt compréhensible pour vous et que les fonctionnalités clés et les exemples de cas pratiques que vous pouvez faire avec étaient plutôt clairs aussi. Top, top, Doudou Urbain, merci. Ok. Du coup, j'ai deux très, donc trois très clairs. Top, Mehdi. Les autres, est-ce que du coup je parle chinois? Est-ce que ça vous paraît un peu difficile? Noélie, très clair. Top, Noélie. Pour cher, ça paraît top, ça paraît clair. Ok. Mais c'est vraiment pas. S'il y avait une notion, je sais pas, du coup, je suis allée vite. Vraiment, le but c'était de construire ensemble et pas qu'on voit ensemble toutes les fonctionnalités. Mais est-ce que vraiment les principes clés sont plutôt compréhensibles? Voilà, les organisations, colonnes, champs, entrées. Mylène me dit ça va pour le moment, top Mylène. T'inquiète, ça va aller encore après. Non, moi j'y vais doucement, pas trop compliqué. Aïssata me dit très clair. Ah, mon homonyme très bien. Ok, top. Franchement, top. Donc ça va, tout le monde suit. Ok, donc là, on va passer à la phase un peu construction. Et vous allez voir en fait, comment je construis les différents éléments d'une base Airtable. Au début, sous format grillage, enfin, grillage, et après, on va ensemble le transformer en format galerie. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer un espace qu'on va appeler espace webinaire. Voilà. C'est un espace Create a Workspace. Donc, je vais l'appeler webinaire. Ah, dans mon espace webinaire, je vais ajouter une base. Airtable, en fait, n'aime pas qu'on démarre de rien. À chaque fois, il vous dira, est-ce que vous voulez commencer en utilisant un template? Est-ce que vous voulez commencer en important un Excel pour vous aider? On pourrait le faire. Là, je vais vous dire non, parce que je vais construire avec vous de A à Z cette solution-là. Donc, c'est parti. Pour l'instant, on n'a rien touché, tout est vierge. On est dans l'espace data. Je ne parle pas des deux autres espaces, c'est un peu plus compliqué. On reste dans data. Dans data, on a une table 1 qu'on va appeler participant. Et un participant webinaire. Donc, c'est vous. C'est votre table à vous. Ce qu'on va faire, c'est réfléchir un peu à quel type d'information je veux venant de vous. Je pense que je veux un nom, un prénom. Je pense que je veux peut-être une description marrante de vous, une photo, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Peut-être un mail. Donc, je réfléchis aux données que je veux et je réfléchis à quel type de champ il va me falloir sélectionner pour insérer la donnée que je veux. Typiquement, si je veux mettre un nom ou un prénom, je ne peux pas choisir le format date. Ce serait incohérent. Donc, je choisis ici un format texte. Donc, ça peut être single line text, donc un texte court ou un texte long. Mon nom, prénom, c'est court, donc je prends texte court. Allez hop, mon prénom. Et là, je mets le titre de la colonne, comment je veux l'appeler, et je sais. Première colonne de créer, rien de compliqué jusque-là. Ce qu'on va faire, là, j'ai fait un clic droit. Clic droit sur ma colonne et je vais insérer à droite une colonne que je vais appeler prénom, du même champ. Voilà, elle est créée. Ensuite, ici, je peux aussi créer une colonne à partir de ce plus-là. On avait dit nom, prénom. Ah, peut-être qu'on va mettre ville. Voilà. Je vais mettre ville et je vais laisser du coup single line text. Donc, pour l'instant, on va pas forcément champ. On va le faire maintenant. Je veux maintenant un mail. Si vous voyez, j'ai fait une recherche texte là en fait. Il m'a ressorti email. Ça ne m'intéresse pas, donc je fais clic droit ici et je le supprime. Delete, c'est supprimé, je le supprime. Ensuite, ici, voilà, on va peut-être vous demander est-ce que vous êtes un homme ou une femme. Donc là, je vais appeler sexe et je vais ajouter du coup une option. Donc là, on est sur un champ single select. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai tous les champs possibles et imaginables.
Et quand je descends doucement, je retrouve Single Select. Donc, je sélectionne. Et ici, je choisis quelle proposition je veux afficher. Donc là, ce n'est pas un champ libre. C'est moi qui choisis les options que je veux. Donc, je choisis. Après, moi, je peux venir ici et sélectionner le champ, venir le supprimer. Donc voilà, j'avais dit une photo pour la galerie. Moi, c'est important. Une photo. Et je vais choisir ici, vous vous souvenez, ah, c'est Attachment. Donc c'est là. Donc, si je mets checkbox, je ne pourrais pas insérer une photo. Si je mets Attachment, je peux insérer une photo. Donc je mets une photo. Et je vais vous demander, voilà, c'est un peu, pour voir un peu ce que vous en êtes. Est-ce que vous suivez le webinaire? euh, Là, je veux juste voilà, quelque chose de rapide, un checkbox, ça m'intéresse bien. Et alors, en répondant, vous n'aurez plus qu'à mettre oui ou non. Je pense que je m'arrête là. On n'aura pas fait tous les champs ensemble, c'est pas le but non plus. Mais voilà, on a vu comment on va créer ensemble les colonnes et comment on va créer les champs. Donc, je m'arrête là rapidement. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Est-ce que ça va sur ça? Création de colonne. Mylène me dit beaucoup de similitudes avec Notion. Effectivement, Mylène. Effectivement, Mylène. Mais Mylène, je tiens à dire quelque chose. Airtable, c'est un peu mieux que Notion, c'est mon avis à moi, c'est très subjectif. Et Notion a intégré en fait assez récemment les notions de base de données. Avant, il n'y avait pas tellement ça. Enfin, on l'avait un peu, mais un peu moins. En tout cas, si vous savez utiliser Notion, dans ce cas, Airtable, c'est plus facile. Et ça, après, c'est une règle générale dans nos codes. Quand on a appris à utiliser un outil, le suivant est toujours plus facile. Parce qu'il y a des mécanismes qui reviennent. Mylène, si tu connais Notion, c'est cool. Cher, Messi, top. Junior, oui, Junior, très très bonne question. La séance sera enregistrée et diffusée sur YouTube. Donc voilà, je vous enverrai le lien par mail si vous voulez après. Donc, demain, je pense. Voilà, donc, top, urbain, top, pareil. Donc, on y va, on y va, on y va. Là, voilà, donc, on a construit un peu l'architecture, on a construit un peu les colonnes. Maintenant, on veut des entrées, on veut de la donnée. Il n'y a aucune donnée là pour l'instant. Je pourrais, moi, venir ici et taper à la main avec mon clavier des informations comme ça. Je pourrais créer des entrées manuellement. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux vos informations à vous. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction view de RTML et je vais créer un formulaire. Un formulaire qui va venir alimenter ma base. Donc ici, vous le voyez, je ne l'ai pas encore abordé avec vous, mais je suis sûre que vous vous êtes demandé c'est quoi un peu tous ces logos colorés là sur le bas. Ça, ce sont ce qu'on appelle les types de vue que Airtable nous offre. La vue grid, ça, on l'a vu ensemble, c'est les lignes, les colonnes. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on a vu la vue galerie avec l'exemple d'exercice que j'avais construit avec mes élèves. Donc ça, on va le faire aujourd'hui aussi. Il y a des vues calendrier, il y a des vues formulaires. On ne les fera pas tous, mais on fera formulaire et galerie ensemble. Donc formulaire, je clique dessus et on veut créer un formulaire qui va venir alimenter la base. Formulaire participant, créer une nouvelle vue. Et là, vous voyez, d'instant, parce que Airtable aime nous faciliter la vie, d'instant Airtable a mis chacun des champs qu'on avait créés ici dans le formulaire. Airtable a tout mis déjà. Et moi, je pourrais lui dire, non, finalement, même si j'ai mis la colonne non, je ne veux pas non, donc je veux que montrer non. Et je pourrais lui dire, c'est quoi, allez hop, on enlève tout, remove all, je ne veux aucun critère. Ou alors, c'est quoi, ajoute tout, add tout, et je mets tout. Voilà, donc c'est assez dynamique. Ceux qui connaissent Google Forms, ben voilà, c'est pas trop compliqué par rapport à Google Forms. Ici, j'ai juste retiré quelque chose qui s'appelle name ici, et qu'on va revoir ensemble après. Donc, je retire. Voilà. Ici, j'ai nom, j'ai prénom, j'ai ville, j'ai email, j'ai sexe. Ce qu'on va faire, c'est rendre les questions obligatoires. Ça veut dire que vous devrez forcément y répondre et vous devez soumettre le formulaire. Je vais le faire un peu pour tout. Ouais, voilà. Tout sera en mode obligatoire. On aurait pu choisir de ne pas le mettre, mais on le fera obligatoire.
Ça, voilà, ça, si vous voulez, je vous laisse pas, je vous le mets en non obligatoire. Et puis ici, on a celui, donc soumettre le formulaire. Ici, j'ai la version gratuite, donc je ne peux pas retirer logo Airtable. Et ici, je peux vous dire, euh, et moi, après, on peut m'envoyer un email lorsque vous répondez. Le formulaire est construit et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le partager. Donc, pour chacune des vues d'Airtable, vous avez ici une option Share. Ici, c'est le formulaire qu'on partage. Et là, en fait, on a activé la fonctionnalité de partage. Et on le sait pourquoi, parce que ici, c'est en rose. Donc, quand c'est en rose, c'est que c'est partagé. Si je veux, je peux mettre ici supprimer l'option partage. Et vous voyez, le chat, il est plus long. Mais nous, on veut partager. Donc, je partage. Ici, on me demande de créer un lien de partage. Et on clique dessus. Et mon lien Airtable est ici. Donc, moi, si je vous envoie ce lien-là, vous allez avoir accès à mon formulaire. Et rapidement, pas seulement les formulaires qui permettent de faire ça, il y a également ici, vous voyez, dans la vue grid, vous voyez le share. Pour l'instant, je ne l'ai pas abordé parce que ce n'est pas intéressant pour nous. Et pour chacune des vues que vous faites, vous avez l'option de partager la vue. Donc, ce que je vais faire, on est où? On est là. Salut Mbaye. Mbaye nous dit qu'elle vient de rejoindre la séance. Top. Donc, je vous mets ici le lien du formulaire RTL. Voilà. Donc, votre mission à vous, c'est de m'aider à avoir des données sur mon tableau RTL. Donc, je vais vous demander à tous de participer et de répondre au formulaire. Vous pouvez inventer des réponses. Hein. Je m'en fiche de voir vos photos de vacances ou pas, c'est pas obligatoire. Vous mettez ce que vous voulez. Le but, c'est juste qu'on ait un peu des données sur lesquelles jouer ensemble après au niveau de la base. Donc voilà, donc je vous laisse peut-être 2 minutes pour enseigner. Si certains n'ont pas vu le lien, je l'ai mis en commentaire, mais je peux le remettre. Voilà, si certains n'ont pas vu. Et puis, je vous laisse me dire quand c'est bon. Et puis après, on pourra aller voir comment la base s'alimente. Normalement, vous voyez mon écran. Là, j'ai laissé partir, je l'ai fait exprès. Vous allez voir que lorsque vous répondez, automatiquement, en fait, visuellement, on va directement voir les lignes s'alimenter, en fait, avec vos réponses. Voilà, donc, on se laisse, voilà, 1, 2 minutes. Et puis, vous me dites, ah, on a déjà une réponse. Quand c'est bon pour vous. Ok, donc j'ai déjà des réponses. Allez, je vais vous demander de faire un petit effort pour qu'on soit un peu plus là à répondre. D'ailleurs, je réponds moi-même, je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Moi aussi. Donc, je suis en train de renseigner de mon côté le formulaire. Je pense que vous ne voyez pas cette partie-là de mon écran. Ok, donc moi j'ai répondu. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait. Je vais retourner voir un peu vos réponses. Trop bien, trop bien, trop bien. J'ai de très belles réponses. On va aller voir ça ensemble. Donc je vais supprimer les 3 lignes qui étaient un peu vides là. Donc, vous voyez, j'ai coché là au niveau des cases. Je fais un clic droit et je fais delete all. Donc je supprime un peu tout. On est à 9 réponses. Génial.
tout le monde suit le webinaire sauf Boukhari. C'est peut-être une erreur. Mais en tout cas, génial, j'ai toutes vos réponses. On est moins de femmes que ce que je pensais. Un, 2, 3, 4. OK. Non, 5. Un, 2, 3, 4. Je sais pas compter. Donc, génial en tout cas, mesdames et messieurs. Vous avez répondu au formulaire et on va aller voir en fait comment tout ça, ça se transcrit visuellement sous forme de galerie. On va ici ajouter une vue galerie. Je clique sur le plus. Galerie. Et là, qui est-ce qu'on voit vos jolis visages apparaître sous format de carte? On a même Zlatan qui nous rejoint. Trop bien. Et là, vous le voyez, Airtable est aussi dans l'efficacité. Tout à l'heure, en créant mon formulaire, j'avais tous mes champs qui étaient apparus. Et là, en créant mes cartes, j'ai seulement nom, prénom et ville qui est apparu. Parce que Airtable se dit, bah, on met peu d'informations sur les cartes. Et moi, je peux venir dire, bah, je suis pas d'accord, je peux modifier mes informations. Et donc là, je vais dans Customize Cards, ici. Donc là, vous voyez en vert, c'est ce qui apparaît. Et moi, je peux dire, bah, non, je veux savoir si, voilà, homme ou femme. Je veux savoir est-ce que vous suivez ou pas le webinaire. Après, tu es le seul à pas suivre. Non, mais je te charrie, hein. Et voilà. Donc voilà un peu la galerie qu'on a créée ensemble avec vos magnifiques réponses. Et cette galerie-là, moi, je peux la partager. Typiquement, si je veux, je sais pas moi, si on a un groupe communautaire, un groupe de communauté, et que je veux partager cette galerie pour qu'on puisse savoir qui est dans la communauté ou pas, ben, je fais Share View ici. Je vais créer un lien partageable comme on l'avait déjà fait. Et là, je vais copier-coller et je vais vous envoyer ce lien-là. Mbaye, tu es magnifique. Mbaye me dit, je suis beau là, mais oui, tu es magnifique. Et Urbain anticipe une réponse que je vais vous apporter très très bien, Urbain. Un name participant, on va voir ensemble pourquoi c'est là. Je vous partage pour l'instant en tout cas le lien de la vue partageable de la base que je viens de créer. Et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble lorsqu'on partage une vue galerie. Et ça, pour faire de la com, pour partager, je ne sais pas moi, une liste d'articles, une liste de logements à louer, une liste de produits même. On pourrait voilà, créer une liste de produits à partager. Enfin, tout ce que vous voulez, un annuaire, etc. etc. On peut faire ça. Donc moi, je vais l'ouvrir sur mon ordinateur, je vais rester sur la fenêtre principale et je vais répondre à la question. Euh, je crois que je vais l'ouvrir sur mon ordinateur. C'est important que les gens après sur YouTube puissent voir ça. Donc, je vais vous demander un tout petit peu de patience. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, c'est juste pour que vous puissiez voir en fait à quoi ressemble la galerie lorsqu'on la partage. Et cette galerie-là, on peut même, si on le veut, la mettre sur un site web comme du coup un lien ancré sur le site, un lien embed. Mais c'est un lien ancré sur le site. Et typiquement, moi, sur mon site à moi, le planb.io, lorsque vous vous y rendrez, vous verrez que dans la partie nos prochains webinaires, c'est un lien comme ça, Airtable, que moi j'ai embed sur mon site, que j'ai ancré sur mon site. Donc voilà comment ça peut être utile. Et moi, ça me permet facilement de venir sur Airtable, changer mes prochains webinaires, et sur mon site web, c'est automatiquement mis à jour avec la vue galerie que j'ai faite. Donc ça, c'est un exemple de la vie réelle où vraiment, moi, je l'utilise au quotidien. C'est pas juste du fake, c'est vraiment quelque chose que j'utilise qui est top, qui m'aide beaucoup et qui est efficace. Donc, de retour sur le Airtable, on va répondre à la question d'Urbain qui était pourquoi, en fait, sur les cartes, on voit le Unnamed Participant. Parce qu'en fait, sur les cartes, on a affiché, euh, on n'a pas affiché, excusez-moi. Sur les cartes, en fait, les cartes, elles s'affichent toutes automatiquement avec l'intitulé de l'entrée que vous avez créée. Donc, je retourne sur la vue grid pour vous dire en fait pourquoi on fait ça. Ici, il y a une colonne name que j'ai pas touchée, qui est restée vide pour l'instant. Et en fait, si vous voulez, dans Airtable, chaque entrée que vous créez a forcément au minimum au moins une colonne. Et c'est la colonne ici. Souvent, on l'appelle colonne name. Souvent, cette colonne-là, elle va porter le nom de l'entrée qu'on a créée. Et on ne peut pas avoir zéro colonne. Il y a forcément minimum une colonne et souvent, c'est le nom de la donnée
qu'on veut créer. Ici, c'est vide. Donc, voilà pourquoi dans Galerie, on n'a pas d'intitulé. Ce qu'on va faire, ici, on va aller voir sur Doujou et on va l'appeler, allez hop, ici. Là, je vais donner un nom. Dans Galerie, vous voyez, dans Galerie, le nom s'affiche et vous autres, dans les autres, là, vous n'avez pas de titre pour l'instant. Donc, voilà le lien, en fait, entre les deux. Et généralement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que moi je fais. Je fais une fonction formule, surtout quand j'ai des noms et prénoms comme ça. Donc, je vais ici, je choisis le champ. Là, on était sur single line text. Je descends ici. Et voilà. Formula, c'est un type de champ qui permet en fait de faire un peu des formules, un peu comme sur Excel. Vous voyez, quand on faisait les moyennes, les plus, les moins. Et là, c'est un peu pareil. Et on peut jouer sur la donnée. Donc, moi, typiquement, je veux que le nom de mon entrée soit le nom et prénom que vous avez fait. Donc, je vais taper nom. Tout de suite, ici, on me dit, bah, sélectionne la colonne nom, le champ nom. Ici, je vais ajouter un espace. Pour ajouter un espace, voilà ce que je dois faire. Donc là, ici, on est en train d'écrire un peu des formules comme, comme sur Excel. Comme pour ça, il faut l'apprendre. Il faut apprendre les formules, il faut apprendre un peu les règles par rapport à la sémantique ici. Entre deux entités, je rajoute un et. Voilà. Ensuite, je choisis prénom. Prénom, il s'affiche là. Voilà. Donc maintenant, je mets save. Et donc là, vous voyez un peu de la magie. Il y a les noms et prénoms de tous les membres de la communauté qui s'affichent là. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vos noms, je les veux en majuscules en fait. Je ne veux pas comme vous les avez écrits. Donc, je vais rajouter une fonction, un peu comme sur Excel encore une fois, une fonction pour capitaliser vos noms de famille. Ça, encore une fois, ça s'apprend. C'est comme des formes mathématiques. On apprend le langage des formules en fait. Donc ici, moi, je sais qu'il faut que j'utilise upper. Upper ici, vous voyez, il apparaît ici en vert. Je clique dessus. Et je mets du coup nom entre parenthèses. Donc voilà, upper, ça peut être en majuscule. Donc maintenant, je fais save. Et là, vous voyez, tous les noms sont en majuscule. En retournant dans la galerie, vous voyez, tous vos noms apparaissent. Plus personne n'a un champ vide. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on c'est un peu redondant. On a vos noms, prénoms, et puis on a nom et prénom. Donc, ce que je vais faire, je retourne dans Customize Cards, ici, et je vais décocher le nom et décocher le prénom. Donc, voilà un peu pour la construction de galeries sur Airtable. On va faire une dernière chose. On va réétudier une notion qu'on a vue au tout début. Vous vous souvenez, les filtres, les tris. Là, on a pas de groupe, on a filtre et tri. Moi, je veux par exemple filtrer et je veux voir seulement les femmes. Biaisé, on va dire. Donc, je recommence pour que vous puissiez bien voir. Je recommence. Je fais dans le filtre. J'ajoute ici une condition. Je choisis sur quel champ je vais agir. Le champ ici, sexe, is, et je sélectionne une option, femme. Et là, tout de suite, messieurs, mais malheureusement, vous n'êtes plus là, désolé. Et je ne vois que les femmes. Donc, ici, j'aurais pu donc créer deux galeries. Une galerie pour les femmes et une galerie pour les hommes. Mais on va rester ensemble, il n'y a pas de discrimination, donc je supprime mon filtre. Et vous avez compris un peu la nature de l'exercice. Donc, voilà un peu ce qu'on a construit ensemble aujourd'hui. Mehdi me demande ok, je lis un peu vos questions. Donc, Nelson d'abord me demande est-ce qu'on est limité par l'input d'informations pour la version gratuite? Effectivement, on est limité. Et on va être limité en termes de lignes. Donc, Airtable compte les entrées qu'on fait en fait. Et en version gratuite, je pense qu'on peut aller jusqu'à 1700 entrées, si je ne me trompe pas. Donc, on a quand même une marge avant d'atteindre la limite. Voilà, c'est intéressant.
Et sinon, effectivement, en fonction des plans qu'on prend, gratuits ou payants, on a accès à des fonctionnalités plus ou moins avancées. Typiquement, moi, mon formulaire, vous le voyez, il était assez basique visuellement. J'ai pas pu enlever le logo d'Airtable, j'ai pas pu mettre les couleurs que je voulais parce que c'était gratuit. Si je prends la version payante, je pourrais mettre une bannière, mettre une petite couleur, personnaliser comme je le souhaite. Voilà, donc urbain, cher, impressionnant, interesting, merci. Mehdi Bouamran, je crois que c'est la même question, non? Par rapport aux limites de stockage. Euh, Par rapport à la mise en stockage, c'est ça. Autre question hyper intéressante, comment gérer la sécurité et la mise en conformité, notamment par rapport au RGPD. Alors, pour le RGPD, la sécurité, tout d'abord, il y a une notion, si tu veux, pour moi en tout cas, de protocole interne. Il va falloir que tu définisses comment tu collectes les données, quel type d'autorisation tu demandes à tes participants. Donc, par exemple, là, vous avez vu, moi, je vous ai mis une case à cocher. Est-ce que vous suivez le webinaire? Tu aurais pu leur demander, est-ce que vous nous autorisez à exploiter vos données selon telle condition? Et puis, il coche la case. Et après, il faut que tu définisses qui a accès aux données dans ta structure, dans ton équipe. Donc, sur Airtable, ce qu'on peut créer, c'est différents niveaux d'utilisateurs qui peuvent voir différents types de données, sensibles ou pas. Et après, c'est à toi, en interne, de te renseigner sur le RGPD, qu'est-ce qu'on te demande de faire par rapport au RGPD, et à toi de savoir est-ce que je le respecte ou pas finalement. Donc, il y a pas mal de protocoles à mettre en place pour pas que tu fasses n'importe quoi avec les données. J'espère que je réponds à ta question. Mehdi, top, 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 top. Et puis après, par rapport au RGPD, juste je rajoute, je complète, il y a une partie hyper importante qui est l'accès aux données par l'utilisateur. Donc souvent, si jamais, voilà, il faut rester, si jamais vous respectez le RGPD, donc que vous êtes dans l'espace européen ou vous traitez avec des Européens, il vous faudra mettre en place un protocole pour pouvoir envoyer les données bah, à l'utilisateur. Typiquement, Airtable, c'est un bon outil pour ça. Si par exemple, je sais pas moi, Cher me demande, bah, moi je vais avoir accès à mes données et après je veux que tu supprimes mes données, moi je peux ici cliquer sur la carte de Cher et lui faire un envoi en fait. Voilà, send par mail. Donc, je peux lui envoyer par mail toutes ces données qui sont sur un mail et moi après je peux supprimer sa carte. C'est possible. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou pas? Baïsek me pose une question hyper intéressante. L'importance de la première colonne, elle doit contenir des informations uniques. Euh, oui et non. Typiquement, si vous, ce que vous voulez faire, c'est une galerie, bah, vous devez savoir que votre première colonne, elle sera toujours affichée ici, en haut. Donc, si par exemple, là, je vais aller faire une modification. C'est pas grave. On va modifier la fonction ici. Donc, je clique ici. Là, ce qu'on avait fait, je le supprime et je vais insérer une fonction ID. ID, ça donne en fait, si vous voulez, une identification unique pour chaque ligne que vous créez. C'est un peu comme l'identité de. Donc là, vous me suivez toujours. Donc, dans le formulaire, j'ai inséré record ID. Donc, je ferme la parenthèse. Toujours, ça, c'est la syntaxe. D'ailleurs, si je ne ferme pas la parenthèse, vous allez voir, RTML me dit, c'est pas bon. Là, vous voyez en rouge, c'est pas bon. Donc, il faut que je ferme la colonne, la parenthèse. Là, on a inséré ce qu'on appelle un ID d'entrée, un record ID. Là, si je vais dans Galerie, qu'est-ce qui s'affiche ici? Mon record ID. Donc, le record ID, il peut être hyper intéressant, surtout lorsqu'on a beaucoup de données et qu'il faut savoir dans une vue grid les trier, les identifier, etc. Dans une vue galerie, c'est pas intéressant parce que c'est ce qu'on va voir. Donc, à toi de voir en fait comment tu veux afficher la donnée et qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Donc, typiquement, là, je reviens en arrière. Donc, je fais un CTRL Z, on retrouve le nom et prénom. Ce que je peux faire, si je veux quand même l'ID unique de mon entrée, ici, je clique ID, ici, je vais sur Formula, j'insère l'ID ici, comme on avait fait tout à l'heure. Et comme ça, j'ai une colonne ID qui est créée là, qui n'est pas forcément ma première colonne. Voilà, en espérant répondre à ta question.
Et vos questions sont hyper pertinentes, hein, j'aime beaucoup, donc merci de les poser. Elles amènent du coup des sujets qui se posent au quotidien, donc c'est top, c'est top, c'est top. Ah voilà, donc sinon, moi là, je peux répondre à vos questions. Pour l'exercice, du coup, on a terminé. On a créé la vue grid, on a créé le formulaire, on a créé la galerie. Bravo à vous et merci pour toutes vos contributions. Donc voilà. Si vous le souhaitez, moi, je peux vous envoyer après la base de l'exercice, hein. Je vais même le faire maintenant. On va le faire. Je voulais vous partager en fait toute ma base. Je sais plus, parce que du coup, j'ai un peu changé. Ouais, donc je vais retrouver comment vous partager ma base entière et pas seulement une vue dans la base pour que vous ayez ensuite accès à l'exercice pour le revoir. Et vous aurez également accès au replay pour voir étape par étape comment j'ai fait. Si c'est pas clair, vous me demandez, voilà, vous me contactez où vous voulez, LinkedIn ou autre, et puis moi je vous réponds avec plaisir. Merci Mbaye, en tout cas. Merci Urbain, très très gentil de ta part. Mehdi également nous partage un lien Airtable qui peut être intéressant. Merci Mehdi pour le partage. Merci Finn, super sympa. Merci, c'est hyper sympa. Ça me fait super plaisir en tout cas. Écoutez, c'est le premier, dans le second d'une longue série. On se reverra, je pense, régulièrement, chaque mois, voire chaque 2 semaines pour discuter nos codes. Si vous avez, vous, des sujets qui vous plaisent et que vous aimeriez voir avec moi, écrivez-moi, n'hésitez vraiment pas. Le but, c'est que moi, je puisse aussi répondre à vos questions le plus possible, hein. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. On se parle où vous voulez, voilà, sur LinkedIn, sur Facebook, sur autre. Voilà, je réponds assez bien. Et puis, si jamais vous voulez apprendre de manière voilà, encore plus approfondie des notions no-code, nous, on lance des formations là, qu'on va animer régulièrement. Et donc, moi, dès le 10 septembre, j'ai une formation sur le e-commerce et une formation sur comment créer sa landing page. Et dedans, on reverra du coup Airtable. Et du coup, le niveau plus poussé d'Airtable, là, on avait la version très simple. Mais on verra le côté plus poussé d'Airtable du coup pendant la formation. Donc, voilà. Et plus tard, on sortira les formations sur les marketplaces, comment construire une plateforme, comment construire une application. Ça sort vraiment dans les semaines qui viennent, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis, voilà, donc on a hâte de pouvoir avancer avec vous. Et puis, si vous avez, vous, des retours à nous faire, on est très preneurs. Voilà, on veut vraiment construire tout ça avec vous, que ce soit les formations, les webinaires, la communauté qui va arriver derrière. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Suivez-nous sur les réseaux également, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà, on va essayer à partir voilà, du mois de septembre de mettre beaucoup d'informations, des posts, des définitions, des tutos. Donc, voilà, on va activer tout ça pour partager un maximum avec vous et la communauté. C'est le but. Voilà, en tout cas, merci encore à vous. Merci à tous ceux qui nous disent merci. Bye en tout cas. Très bonne soirée. Prenez soin de vous, peu importe où vous êtes. Et puis, on se voit très bientôt.